quand on peut commencer. C'est bon pour moi, Charlotte. Super. Moi, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour discuter tous ensemble de comment L'Oréal lutte contre le sexisme ordinaire en entreprise et pour discuter de comment évoluer vers plus de diversité et d'inclusion. Donc, je vais demander à nos 3 interlocuteurs qui sont présents de commencer par se présenter. Peut-être Anne-Laure, si tu veux commencer. Allez, j'y vais. Donc, Anne-Laure Thomas, bonjour à toutes et à tous, enchantée. Je m'occupe de la diversité et de l'inclusion pour l'ensemble des collaborateurs de L'Oréal qui travaillent en France. Merci. Théo? Bonjour à tous. Alors moi, j'ai 2 casquettes. Je suis Théo Lessia, je suis le directeur du recrutement pour les métiers de la tech et également le directeur de la diversité et l'inclusion pour les métiers de la tech chez L'Oréal. Merci Théo. Et Elisa, pour terminer. Bonjour à tous. Eh bien, mon nom est Elisa Simon-Pietri et moi, je m'occupe du mécénat scientifique au sein de la Fondation L'Oréal qui a pour objectif central l'égalité femmes-hommes dans le monde de la recherche scientifique. Eh bien, merci à tous les 3 d'être présents aujourd'hui pour cette conférence enrichissante. Je vais débuter par une question pour toi, Anne-Laure. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la place des femmes au sein du groupe L'Oréal, en sachant que nous avons aujourd'hui 61% de femmes en France? Eh bien, écoute, on est très représentatif de la France parce qu'on a 61% de notre effectif au sein du groupe L'Oréal qui sont des femmes. Et c'est un sujet qu'on suit, mais qu'on suit depuis très longtemps. Je pense que c'est important de se le dire aussi, la place des femmes et la place des hommes, parce que c'est vraiment comment chacun en interagit, comment chacun en évolue dans notre carrière, comment on a tous, quel que soit notre sexe, tout comme quel que soit notre handicap ou notre origine, les mêmes chances d'arriver dans le groupe et d'évoluer au sein de ce groupe. Et donc, à partir de cet effectif, c'est important de suivre certaines données et on s'y attelle, c'est vraiment pour nous essentiel. Et on regarde toujours où est-ce que les femmes sont et est-ce qu'on les retrouve. Et par exemple, on les retrouve à 54% dans nos postes clés. C'est important pour nous parce que ce sont des postes tremplins. On va les retrouver également dans notre conseil d'administration qui est composé à 58% de femmes. C'est également un indicateur qu'on suit et qui est vraiment important pour nous. Ou également sur l'index Pénicaud, cet index que j'appelle index Pénicaud, qui s'appelle aussi l'index égalité femmes-hommes, qui a été mis en place il y a bientôt 3 ans par justement Muriel Pénicaud et Marlène Schiappa, qui nous permet selon 5 critères d'avoir une note sur 100. Et pour être dans les clous, il faut avoir au-delà de 75. Et donc, nous, on le suit de manière très régulière. Et cette année, le groupe L'Oréal a 96 sur 100. Donc, voilà, les chiffres, on en est très content. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut toujours continuer à travailler, toujours surveiller pour maintenir cette égalité entre les femmes et les hommes au sein du groupe et d'une manière générale un petit peu dans toutes les entreprises. Bien sûr. Donc, même si les chiffres sont très encourageants, comme tu dis, il faut continuer ces actions, ne rien lâcher. Et si on se ressente à présent sur la partie tech, et plus précisément sur le nombre de femmes dans la tech, est-ce que peut-être, Léo, tu pourrais nous donner quelques chiffres sur cette partie? Oui, en fait, alors pour le coup, autant on a 61% de femmes chez L'Oréal de façon générale, autant sur les métiers de la tech, c'est un peu différent. On a 30% de femmes dans nos métiers de la tech et on fait toujours une étude un peu plus spécifique sur les métiers très techniques. Et pour le coup, on a 27% de femmes dans les métiers les plus techniques de notre organisation. C'est bien. Comparativement au nombre de femmes qu'on peut avoir dans le monde de la tech en général. En revanche, pour nous, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que pour un bon gender balance plus équilibré, c'est fondamental pour avoir une politique d'inclusion qui fonctionne bien. Donc, on a un véritable enjeu sur ce sujet-là et on se rend bien compte que avec uniquement 30% de femmes dans nos métiers, eh ben, le syndrome un peu de la seule femme dans la pièce, il existe encore. Il existe encore, du coup, c'est parce qu'on le sait, hein, quand on est une personne minoritaire dans un groupe, on tend à adopter un peu les codes du groupe majoritaire. Et à ce titre-là, pour nous, même si c'est mieux que le marché, d'une certaine manière, on a une véritable responsabilité à travailler pour davantage de mixité au sein de nos équipes tech. Très bien. Oui, en effet, la situation, elle peut être beaucoup moins simple dans le monde de la tech pour les femmes. Et comme tu dis, elles peuvent se sentir davantage isolées, rencontrer plus de problèmes de diversité, bien évidemment.
d'inclusion. Donc, je vais continuer mes questions pour Anne-Laure également, en te demandant quelles sont les actions qui ont été mises en place en faveur du coup de l'égalité femmes-hommes. Merci Charlotte. Et je veux juste rebondir sur ce que dit Théo parce que effectivement, on essaye aussi de regarder partout où sont placées les femmes, où sont placés les hommes. Et avec Théo, on essaye vraiment de travailler tous les deux main dans la main parce que c'est aussi tous ensemble qu'on fait bouger les lignes. Et c'est vraiment la politique L'Oréal de travailler sur l'inclusion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne, deux personnes qui portent la diversité et l'inclusion dans le groupe L'Oréal. On doit tous porter ces sujets et on doit tous être acteurs. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire ensemble sur la tech et sur tous les autres sujets pour, là on parle des femmes, mais sur l'ensemble des sujets. Et je trouve que c'est important de le dire. Et ce que je trouve aussi super important, je l'ai dit tout à l'heure, mais on suit, on monitore et on reviendra tout à l'heure sur le sexisme. Je suis convaincue que si on ne mesure pas, on ne peut pas avancer. Donc c'est très important d'avoir des chiffres, mais on ne transforme pas une entreprise. On ne transforme pas les mentalités en 2 minutes. Ça fait des années et des années qu'on travaille. Bien avant que j'arrive chez L'Oréal, il y a eu un travail remarquable qui a été fait pour s'assurer, par exemple, qu'il n'y avait pas d'écart de rémunération. Ça, pour moi, c'est la base. C'est vraiment la base. Et ça fait plus de 15 ans qu'il y a un travail sur ces écarts de rémunération pour arriver aujourd'hui à 0 écart de rémunération. Mais c'est ça qui est important aussi de se dire, c'est que on ne le fait pas en claquant des doigts, c'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui, pour arriver aussi à ce 0 écart de rémunération, il a fallu travailler sur différents leviers. Il a fallu travailler sur aussi le leadership pour que les femmes aient aussi confiance en elles. Et sur cette notion de confiance, on y reviendra avec des programmes de leadership qu'on a pu leur proposer, on a pu les accompagner. On a aussi travaillé, par exemple, sur l'expatriation, parce qu'on a un groupe, alors là, c'est un petit peu particulier depuis un an, hein, mais où il y a beaucoup d'expatriation, et cette expatriation, ça peut être un booster de carrière. Et on a pu s'apercevoir que certaines femmes se freinaient. Là où un homme, je ne vais pas faire de généralisation, on est tous différents, mais plus spontanément, un homme va dire oui tout de suite, la femme va réfléchir, elle va échanger avec son mari et le conjoint peut avoir plus de freins à partir. Donc, on s'est associé à d'autres entreprises parce que ça aussi, c'est important sur tous nos sujets de diversité et d'inclusion, c'est de travailler tous ensemble, de faire de la coopération entre entreprises. Et donc, pour créer un programme sur ces expatriations et pour aider le conjoint, homme-femme, à trouver un poste, un job dans le pays d'expatriation. Et ça a boosté et très fortement augmenté de plus de 20 points d'ailleurs, hein, les expatriations des femmes au sein du groupe. On va aussi travailler sur la politique de la parentalité, parce que ça peut être un frein à la carrière. On sait que la parentalité est un moment extrêmement important dans la carrière des femmes. Et donc, on travaille sur des places de crèche, mais on travaille aussi sur le sujet de la coparentalité et du sujet, nous, ça fait depuis 2019 qu'on donne aux coparents 6 semaines pour accompagner leur enfant. C'est vraiment important. Et puis, je terminerai sur un point qui me semble important, c'est aussi celui des rôles modèles. Des rôles modèles, comment on peut s'identifier quand on est jeune, quand on débute une carrière, quand on fait ses études, sur les rôles modèles et sur comment finalement je peux me projeter dans l'entreprise dans laquelle j'ai envie d'aller. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur ce point. Très intéressant. Et sur la partie, alors, l'initiative Stop au sexisme, est-ce que tu peux nous dire encore un peu plus de choses? Comment cette initiative pour lutter contre le sexisme est née? Quelle est sa genèse? Est-ce que tu peux nous donner quelques informations dessus? Alors, Stop au sexisme, en fait, le sexisme est défini par la loi en France depuis 2016. Donc, on a l'impression que c'est une notion très vieille, qu'on connaît tous. En fait, c'est extrêmement récent. Et le sexisme, on peut entendre souvent, non mais c'est bon quoi, c'est bon. Parce que le sexisme ordinaire, ce sont des petites phrases. On va y revenir. C'est, par exemple, elle est encore enceinte, mais elle les enchaîne. Ou, ah mais oui, attends, c'est vrai, on ne peut pas compter sur elle le mercredi. Ou, allez, viens, tu seras notre atout charme. Ou des blagues répétées. C'est pas que je suis contre l'humour, alors bien au contraire, hein, moi j'adore l'humour. Mais l'humour s'arrête au moment où justement ça fait plus rire les autres. Et un exemple, hein, les blagues sur les blondes, une fois ça peut être à peu près drôle et encore, mais au bout de 10 fois dans la journée, quand c'est la grande mode, c'était pas drôle du tout. Et en fait, toutes ces petites phrases, ça a un impact sur la confiance en soi. Et ça a un impact sur la carrière des femmes. Je parle des femmes, mais ça peut toucher les hommes, hein. On reviendra dessus, on a fait un baromètre. Le sexisme concerne aussi les hommes. Et donc, un jour, on discutait avec Jean-Claude Legrand, qui est le DRH Monde de L'Oréal, directeur des relations humaines, et puis Marlène Schiappa, et on en parlait. Et on parlait ensemble qu'on avait envie d'agir, d'un acte d'engagement. Et donc, je trouve, tout à l'heure, je parlais de coopération. Pour moi, c'est essentiel de ne pas partir seul sur ces sujets, d'être tous ensemble. Je savais que Anne-Sophie Béraud, mon homologue chez Accor, et Morgane Riquel, mon homologue chez EY, avaient aussi envie de travailler sur ce sujet.
Et on voulait travailler avec une experte pour laquelle on a un très, très grand respect qui s'appelle Brigitte Grésy, qui est la présidente du HCE, du Haut Conseil à l'égalité. Et on s'est dit toutes les 4, allez, on y va, on crée un acte d'engagement. Mais on trouvait que finalement, à 4, ce n'était pas assez. Alors, on a écrit à quelques entreprises qu'on connaissait bien. On était le 9 juillet. En leur disant comme ça, est-ce que vous voulez venir travailler avec nous? Si vous travaillez avec nous, on va faire un acte d'engagement. Et déjà, vous savez quoi, nos patrons, ils vont s'engager en décembre. Vous êtes OK ou pas? Et ce qui était incroyable, je vous raconte parce que c'est vraiment une super histoire, c'est qu'on est rentré de vacances vers le 20 août, les 30 entreprises qu'on avait sollicitées avaient dit oui. Et donc, on a fait 2 groupes de travail avec plus de 150 personnes. Et là, vraiment, un grand merci à EY d'avoir animé ces gros réseaux, des hommes, des femmes, tous les niveaux de l'entreprise pour créer l'acte d'engagement STOP, Stop au sexisme ordinaire en entreprise, qui a vu le jour en décembre 2018, qui a donc 2 ans. Et donc, avec 8 engagements, d'accord, chaque entreprise qui signe cet acte d'engagement s'engage à mettre en place un engagement dans l'année. On sait en moyenne qu'il y en a 8. Mais je vais vous en parler peut-être, si tu veux, Charlotte, que je peux passer une vidéo, si j'y arrive. Une vidéo qui est une vidéo du gouvernement, je le précise, qui n'est pas une vidéo stop, on a fait plein d'outils, on pourra revenir après dessus, qui veut juste résumer ce qu'est le sexisme. Alors, je vous partage mon écran. On se son si tu partages. Ça y est, normalement, c'est bon. Attends. Voilà, on a finalisé le dossier et donc plus qu'à savoir ce que vous en pensez. Pardon, je me suis encore perdu dans ton décolleté. À chaque fois, elle rougit, j'adore. Décolleté, je note. C'est pour le compte rendu de réunion. Dites-moi que ça a bien marché. Ça a bien marché. Merci beaucoup, Anne-Laure. Je pense que ça a très bien illustré tes propos. Et c'était plus que clair. Est-ce que tu peux me citer du coup quelques actions phares que vous avez mis en place pour lutter contre ces problèmes quotidiens? Bien sûr. En fait, Charlotte, on partage tout, on se réunit tous les trimestres, les entreprises, les 114 aujourd'hui, parce qu'en 2 ans, on est 114 entreprises à avoir retrouvé ce dispositif, et on se partage tout. L'idée, c'est de tout se partager, donc du coup, ça va beaucoup plus vite. En moyenne, on a mis entre 4 et 5 engagements dans l'année, alors qu'on devait en mettre. La première chose qui est essentielle, c'est le principe de tolérance zéro. C'est juste dire, c'est non. Le sexisme ordinaire dans notre entreprise, c'est non. Donc, ça montre déjà, ça se passe par l'engagement des dirigeants. Je rappelle que l'acte d'engagement STOP est signé obligatoirement par les dirigeants ou les dirigeantes. C'est une obligation. Sinon, pas de souci, c'est complètement facultatif, on n'est pas obligé de venir nous retrouver. Et donc, cet engagement-là, il y a une grande charte qui est signée et qu'on a fait tourner dans tous les halls d'accueil des entreprises. Comme ça, c'est au vu et su de tous les collaborateurs et de tous les prestataires, les personnes qui viennent dans l'entreprise. Et puis cet acte, par exemple, on l'a fait re-signer également aux collaborateurs, aux collaboratrices des entreprises. Comme ça, elles s'engagent, elles aussi, à leur tour. Et puis, on a créé des outils. Donc, les outils, ça va d'un guide, ça va d'un e-learning. Mais encore dans l'esprit, ce e-learning, on l'a fait à plusieurs entreprises de Stop. Pas seul dans son coin. Déjà, en termes de coûts, on le divise énormément. Et puis, on travaille ensemble. Donc, c'est très interactif, c'est très intéressant. C'est des e-learnings qui sont courts, qui font 30 minutes. On a créé des podcasts, on s'est adapté. Au confinement, par exemple, on a fait un podcast sur sexisme et télétravail. Parce que ça, c'est vraiment important. Et juste une petite anecdote, parce que juste pour bien comprendre ce que c'est que le sexisme, là, on a vu la vidéo du gouvernement où vraiment c'est très fort, mais il y a d'autres, le sexisme qui a des impacts, c'est premier confinement. Une personne en parle très bien dans le podcast. Vous vous souvenez, on est tous à la maison, on est tous chez nous, confinés, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. Et on fait l'école à la maison pour ceux qui sont parents. Alors, je sais que ceux qui sont parents qui m'entendent, là, ils vont s'en souvenir très bien de l'école à la maison. Et un manager d'une entreprise, pas L'Oréal, mais peu importe, parce que, encore une fois, on est là pour juger personne, on est là pour faire changer les choses, a mis dans un fichier Excel les membres de son équipe. Et dans les membres de son équipe, en voulant bien faire pour laisser un petit peu de temps, elle a mis maman, pour se rappeler que sa collaboratrice maman allait faire l'école à la maison. C'est sympa, c'est très bien, mais elle aurait dû mettre papa aussi. Bien sûr. Voilà. Et c'est ça qu'on essaye de changer. C'est ces mentalités qu'on essaye de changer. Et puis, donc, des guides,
podcasts, des e-learning, parce que c'est très important, on compte vraiment sur la formation. On a fait aussi des campagnes de sensibilisation avec des campagnes d'affichage, des écrans plats qui parlent et qui reprennent par exemple les phrases dont je parlais tout à l'heure, ces petites phrases anodines, comme ça en apparence qui ne le sont pas, en disant stop, c'est fini, ce n'est plus toléré aujourd'hui. Parce que pour pouvoir sanctionner, il faut d'abord informer, former, sensibiliser. Comme ça, personne ne pourra dire qu'il ne sait pas ce qu'est le sexisme. Au sein du groupe L'Oréal, c'est vraiment déployer auprès de tous nos DRH pour qu'ils puissent se déployer auprès de toutes leurs équipes. Ça a même été, on a même servi de laboratoire, et je fais un petit clin d'œil à la direction internationale diversité et inclusion chez nous, qui ont pris tous ces éléments, qui ont tout traduit en anglais pour pouvoir le déployer. Et mardi, lors de la réunion trimestrielle de STOP avec les 114 entreprises, on offrira tous ces outils en anglais. C'est super. Oui, c'est en répétant et en martelant les esprits qu'on espère que les choses deviennent des habitudes pour tous et ne rentrent plus, et que le sexisme s'écarte petit à petit de nos quotidiens. Donc, merci en tout cas pour toutes ces actions très bien expliquées. Et tu disais en début de cette conférence qu'il fallait mesurer pour avancer. Et donc, je me demandais comment toi, Anne-Laure, tu mesures du coup le sexisme. Alors, en fait, ça a été une vraie réflexion. Au sein de STOP, et tout à l'heure, je parlais de Brigitte Grésy, la présidente du Haut Conseil à l'égalité. C'est vraiment quelque chose qu'on souhaitait toutes les quatre. Et on a vu que les autres entreprises nous suivaient. Donc, on a travaillé pour faire un premier baromètre qui a eu lieu en 2021. Je le précise parce que vu les chiffres, on pourrait se dire que ça a eu lieu en, je sais pas, 1970. Non, j'exagère un peu, mais malheureusement, on a été un peu surpris des chiffres. On a fait un premier baromètre qui a été adressé du 19 janvier au 9 février. Pour justement mesurer. On s'est dit, il nous faut un point de départ, puis dans 2 ans, on va remesurer pour voir l'évolution. Alors, ce qu'on sait, c'est que les données sont très importantes, je vais revenir dessus, mais peut-être aussi que comme on en parle beaucoup plus, on pense aussi qu'il est beaucoup mieux identifié, ce qui explique les chiffres très importants que je vais vous donner. 17 entreprises, plus de 60 000 répondants. Donc ça aussi, c'est intéressant. Hein, d'accord, plus de 60 000 répondants à ce baromètre. Et quand on regarde, en 2021, 82% des femmes se sentent régulièrement confrontées à des attitudes sexistes. Ça a, pour 95% d'entre elles, une vraie baisse sur l'estime qu'elles se portent. C'est une vraie baisse sur la confiance qu'elles se portent et sur la carrière qu'elles peuvent faire. Et ça, c'est vraiment, quand on entend ces données, on se dit que vraiment, il faut les faire évoluer. Il faut savoir, je parlais des hommes également, que pour 30% des hommes, 30% des hommes se disent également victimes de sexisme, et plus particulièrement sur ce qui concerne la paternité. Un exemple, un père qui va chercher son enfant, par exemple, à 18h à la garderie ou à 18h à la sortie de la crèche, qui va s'entendre dire régulièrement « Ah bon, mais c'est toi qui vas chercher ton enfant ou c'est toi qui prends ta journée enfant malade, c'est pas ta femme ?» Voilà, ça a un vrai impact également. Donc, ces résultats, ces chiffres, on les a, on voulait les mesurer, on les trouve vraiment très, très importants. Je crois qu'on peut tous le constater, hein, 80%, 95% de baisse de confiance. C'est très bien parce qu'on va pouvoir mesurer maintenant l'évolution et la progression, et j'espère vraiment que dans 2 ans, on pourra revenir et dire bah, ça a considérablement baissé, les mentalités ont vraiment évolué, les formations ont fait leur effet. L'importance aussi des entreprises, parce que sincèrement, il y a un vrai travail qui est fait que le sexisme évolue positivement et qu'on tient en compte et pour les femmes et pour les hommes. Bien sûr. Merci encore Anne-Laure pour tous ces détails. Je vais me tourner maintenant vers Théo, juste pour te demander, Théo, si toutes ces actions menées ont eu aussi un impact positif dans les métiers de la tech. Oui, je pense. Chez L'Oréal, je pense en fait. Alors les chiffres montrent que beaucoup de femmes et certains hommes ont été exposés à du sexisme, mais je pense que Anne-Laure, ce que tu dis, c'est aussi en parler à un moment donné fait que les choses se dépressurisent et qu'à un moment donné, eh ben, finalement c'est ok et on vit plus ça comme quelque chose d'internalisé et une souffrance, mais à un moment donné on se dit ah je le notifie, les autres autour de moi notifient, finalement il y a des choses qui ne sont pas ok et qui sont dites, et donc ça enlève une soupape aussi et ça permet de générer le dialogue, et ça c'est extrêmement important. Et donc du coup dans les métiers de la tech, évidemment ça a eu un impact parce que cette campagne elle a un impact pour tous et elle résonne pour chacun. Et typiquement, alors nous on n'a pas de baromètre pour identifier ce que le sexisme
est perçu, vécu par nos collaborateurs. En revanche, ce qu'on regarde beaucoup, c'est les résultats de notre enquête interne, enquête de satisfaction interne de collaborateurs qui mesurent un peu l'intérêt que les personnes peuvent avoir pour leur job, la culture de l'entreprise et comment ils sont dans la culture d'entreprise, et finalement, comment ils sont de façon générale. Et évidemment, dans ce questionnaire-là, on a une question sur la diversité et l'inclusion. Et on regarde ça avec énormément d'attention, évidemment. Et les résultats pour les personnes dans la tech sur le sujet de la diversité et l'inclusion sont vraiment excellents. Et que ce soit les hommes ou les femmes, tous, finalement, répondent de façon très positivement, comme se sentant traités de façon équitable et juste. Et c'est grâce à des initiatives comme Stop et d'autres que finalement, on a des résultats de ce type-là. C'est en prenant le sujet, en l'abordant, en sensibilisant énormément, qu'on peut avoir des personnes qui se sentent très bien dans l'entreprise. Ceci étant dit, et c'est un peu comme pour Stop et pour tous les autres sujets, c'est jamais acquis. L'inclusion, elle est jamais acquise et il faut toujours le travailler. Il ne faut pas se gargariser de bons résultats parce que toujours, on doit en parler, toujours, on doit faire avancer les choses. Et donc, on a encore beaucoup de challenges et j'en ai un peu parlé tout à l'heure sur le nombre de femmes qu'on a dans les métiers de la tech, 30% chez nous. C'est pour faire évoluer les mentalités, pour faire en sorte qu'il faut des équipes très diverses. Et donc, on a un véritable enjeu qui est celui du recrutement et de se dire comment est-ce que on arrive à recruter plus de femmes et tout type de diversité de façon générale. Mais là, bon, le sujet est sur les femmes. Mais comment est-ce qu'on arrive à recruter plus de femmes dans un environnement où finalement le pourcentage des femmes dans la tech est extrêmement faible. Et ça, c'est un sujet pour nous parce que les filières tech, elles attirent malheureusement pas suffisamment de femmes sur leur banc et on a un véritable sujet là-dessus. Donc oui, tout avance et oui, c'est très bien, mais sauf que du coup, on se rend compte que tant qu'on n'arrivera pas à avoir davantage de diversité dans nos équipes, eh ben, on aura toujours ce sujet de un groupe dominant peut prendre le dessus, etc. Donc, on a un véritable enjeu de se dire il faut recruter et il faut beaucoup plus de femmes dans nos métiers de la tech. Très clair, merci Théo. Je sais que la Fondation au sein de L'Oréal œuvre quotidiennement sur ce sujet justement de créer des vocations. Peut-être Elisa, tu peux nous en dire quelques mots? Oui, merci Charlotte. Oui, volontiers. Je pense que ça me tenait à cœur de partager quelques slides avec vous pour vous expliquer un peu ce que fait la Fondation et surtout vous expliquer aussi un peu la problématique dans le monde scientifique, parce que là, on est dans le monde de l'entreprise, mais bien sûr, dans le monde scientifique, c'est aussi un sujet extrêmement sensible et on est loin d'arriver à la parité. Donc, la Fondation L'Oréal, elle est engagée sur ce sujet de diversité et d'inclusion des femmes dans le monde scientifique depuis plus de 20 ans. Donc, c'est un programme qu'on connaît sous le nom de For Women in Science en partenariat avec l'UNESCO qu'on a monté en 1998. Et les chiffres, effectivement, même si on voit une certaine dynamique, ça évolue. Il y a encore quelques années, on était à moins de 30%. Donc, il y a une dynamique qui s'opère, mais on est encore loin de la parité et avec des diversités et des répartitions régionales, évidemment, très, très différentes. Donc, la moyenne mondiale, là, moi, je parle au niveau vraiment des chercheuses. Donc, vraiment, toutes les femmes qui vont être à l'initiative, à la conception des différentes recherches. Là, je ne suis pas uniquement sur un monde de la tech, on en parlera juste après. Là, c'est toutes disciplines confondues dans les sciences de la vie, de l'environnement, les sciences de la matière, informatique, mathématiques. Donc, on est à 33,3% au niveau mondial. On est un peu plus au-dessus de cette moyenne mondiale en Europe, avec 33,8%. Mais par contre, vous voyez qu'en France, on est quand même encore loin et on est bien en dessous de la moyenne mondiale avec 28% de chercheuses. Et dans le monde de la tech, on est plutôt en dessous de 25, voire de 20, selon les disciplines et les secteurs. Et donc, pour ça, moi, j'avais aussi envie de partager avec vous le pourquoi et les obstacles qu'on observe, puisque nous aussi, on va avoir un rôle quelque part de créer un vivier et de motiver plus de femmes à rentrer dans ces secteurs et une fois qu'elles y sont, à faire en sorte qu'elles s'y sentent bien. Et donc, en fait, la problématique des femmes en sciences, elle s'explique aussi, enfin, leur sous-représentation s'explique par une sorte de trio un peu infernal qui va mixer à la fois la culture scientifique, la culture académique et les barrières sociétales. La culture scientifique, je pense que tout le monde la connaît, c'est une culture qui est très concurrentielle, très dans la compétition, avec parfois des formations assez longues, pas forcément sécurisées.
une sorte de parcours assez linéaire, donc avec des voies royales, avec des paliers, qui peut être un énorme problème chez les femmes, notamment pour des sujets, par exemple, de parentalité, où du coup, elles vont sortir un peu de ce parcours linéaire. Et dans le monde scientifique, on est évidemment jugé beaucoup, par exemple, au nombre de publications. Et donc ça peut être aussi un frein chez les femmes, et le système d'embauche est bien sûr et de promotion assez fermé. Ensuite, il y a la culture académique, où là, c'est aussi un vrai sujet, puisqu'il y a des normes assez sexistes. C'est une culture très élitiste. On rencontre voilà, des difficultés pour avoir des fonds, des financements et puis des postes permanents. Et il y a aussi un certain manque de transparence sur la façon dont sont opérées les promotions et les embauches, etc. Quant aux barrières sociétales, évidemment, il y a la menace des stéréotypes, donc qui est assez connu et reconnu, et notamment dans le monde de la tech, où typiquement l'ingénieur un peu idéal est très en général perçu comme un homme. Et donc, il y a vraiment un déséquilibre, un vrai écart entre le rôle qu'on attend quelque part des femmes et le monde des STEM et le monde de la tech. Et donc, c'est là où elles ne se retrouvent pas. Il y a aussi une notion d'appartenance à un groupe qu'elles ne ressentent pas dans ces métiers-là, où elles ne se sentent pas forcément accueillies. Il y a bien sûr les attentes en matière de carrière, de famille, plein de préjugés inconscients, vous en avez parlé, le harcèlement, le sexisme, qui est un vrai sujet, et bien sûr les conditions de travail assez sexistes. Alors, sur les conséquences, ça c'est aussi quelque chose que nous, à la Fondation L'Oréal, on travaille beaucoup pour mettre aussi en avant ces points-là, à savoir qu'un manque de diversité de genre, là moi je me concentre sur le genre aujourd'hui, va générer moins de créativité, moins d'innovation, moins de performance. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est les études, c'est les scientifiques, c'est prouvé aujourd'hui. Il y a beaucoup d'éléments qui nous montrent à quel point la diversité de genre amène de la créativité, de la performance, que ce soit dans le monde scientifique, académique, ou que ce soit dans le monde de l'entreprise. Des difficultés à recruter, bien sûr, donc à retenir les talents une fois qu'elles y sont, puisqu'il y a ce qu'on appelle en anglais le weekly pipeline, donc c'est une sorte de fuite au fur et à mesure qu'on monte les échelons dans les responsabilités, moins on trouve de femmes. Et les biais en recherche. Et ça, les biais en recherche, c'est un point clé aujourd'hui. Je ne détaillerai pas, mais volontiers pour ceux qui souhaitent que je partage tous les biais que génère la sous-représentation des femmes en sciences, notamment dans le monde de la tech, avec bien sûr tout le monde des algorithmes et du monde informatique, mathématique, qui est à la base des innovations et des technologies de demain qui sont globalement aujourd'hui pensées et développés par des hommes, et donc ils vont reproduire les stéréotypes et les préjugés, et donc c'est un cercle vicieux sans fin. Donc après, si on se concentre un petit peu sur quelque part ce monde aussi des technologies, ce que nous on appelle aussi la 4e révolution industrielle, l'industrie 4.0, là on est assez inquiet, et c'est pour ça aujourd'hui que aussi on veut accélérer sur ces disciplines-là, parce qu'elles sont trop présentes, et aujourd'hui les femmes représentent quand même 70% des employés au métier à haut risque d'automatisation, et qu'il y a une grande partie des métiers aujourd'hui qui n'existeront plus. Donc ça veut dire aussi, c'est un point positif, on en parlera juste après, il y a des nouveaux métiers qui vont arriver, et la plupart vont demander des compétences dans le monde de la tech, donc c'est important que les femmes y soient. Et dans cette perte d'emploi, eh bien, les femmes, on estime que les femmes vont perdre 5 emplois pour chaque emploi gagné, contrairement aux hommes qui en perdront 3 versus 1 gagné. Donc, il y a toujours encore ce déséquilibre qui s'opère. Et quand on interroge notamment les jeunes filles sur leur envie d'aller vers les STEM, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elles sont très nombreuses à avoir envie d'un emploi qui va vraiment répondre aux enjeux de demain, qui va aider vraiment directement le monde. On parle souvent de cette notion des filles et des femmes qui aiment la notion de care, etc. Donc, c'est vrai en partie, mais ce qui est plus inquiétant, c'est que les STEM et notamment la technologie n'est pas vue du tout comme des métiers qui vont répondre aux enjeux du monde de demain et qui vont quelque part permettre d'avoir un monde meilleur. Donc ça, c'est aussi un rôle qu'on va avoir, de montrer que le monde de la tech a un rôle à jouer imminent et extrêmement important,
qu'il est dans notre quotidien et que ça va répondre vraiment également justement à ce monde meilleur. Et donc, un autre chiffre qui montre que seulement 2% des filles aujourd'hui ont l'intention de partir en école d'ingénieur ou d'informatique. Donc, sans vouloir justement focuser sur le point négatif, aujourd'hui, j'avais aussi envie de partager avec vous les opportunités, parce que c'est ça aussi qu'on veut mettre en avant et c'est ce qui va peut-être nous permettre d'aider les jeunes filles et les femmes à embrasser des carrières dans le monde de la technologie ou des mathématiques. Eh bien, aujourd'hui, on a vraiment des preuves que ça a un impact vraiment économique. Donc, c'est un enjeu économique. C'est un enjeu de performance, on s'en est parlé. C'est aussi, on estime que les sciences sont vraiment vecteurs d'ascenseur social. Donc, c'est très important, notamment dans certains pays, que les femmes puissent intégrer ces métiers-là. C'est évidemment une recherche plus inclusive et bénéfique pour tous. Je vous en parlais, il y a des biais qui génèrent aujourd'hui des grandes disparités et des grandes injustices. Et donc, c'est important pour la qualité de la recherche que les femmes soient présentes. C'est aussi une question de leadership féminin, d'empowerment, donc ce qu'on appelle l'autonomisation des femmes. Et surtout, c'est une énorme opportunité parce que d'ici quelques années, déjà aujourd'hui, le nombre de demandes d'emploi est très important dans ces secteurs-là. Donc là, voilà, je ne reviendrai pas. Là, je donnais quelques chiffres. Par exemple, donc on estime d'ici 2050, le fait de réduire ces écarts dans ces secteurs-là augmentera le PIB de 2,2 à 3% dans l'Union européenne. On a vraiment des études, encore une fois, que je peux partager avec vous, montrant l'impact de la diversité sur la performance et les résultats aussi bien de la science que des entreprises. Et ça aussi, ce sont des chiffres que je trouvais intéressants de vous dire. Aujourd'hui, 65% des enfants qui rentrent en école primaire aujourd'hui, eh bien, vont avoir un métier qui n'existe pas. Donc, il y a encore beaucoup de choses à créer. Il y a plein de choses qui vont se développer et 75% de ces métiers vont nécessiter des compétences dans le monde des sciences et des technologies, avec, encore une fois, des secteurs comme l'intelligence artificielle qui vont exploser en termes de demande de compétences. Et juste pour finir, donc la Fondation L'Oréal agit vraiment sur 5 enjeux majeurs avec 5 piliers d'action. Notre rôle va être de documenter, de créer vraiment l'urgence donc auprès du monde scientifique, du monde académique, du monde bien sûr aussi des entreprises et surtout auprès du grand public. Donc de mettre en avant les chiffres, de faire comprendre les biais, de faire comprendre les opportunités. C'est ce qui va nous permettre aussi d'accélérer. D'identifier des rôles modèles scientifiques, Anne-Laure en parlait, c'est aussi très important et ça c'est un vrai rôle vraiment historique de la Fondation où on met en avant des femmes scientifiques, soit qui ont des parcours un peu d'exception pour montrer qu'elles sont là et qu'elles sont admirables et ce qu'elles font est incroyable, mais aussi pour soutenir des jeunes chercheurs, chercheuses au niveau doctorat, post-doctorat pour les encourager à poursuivre dans ces matières-là. Ensuite, on travaille sur comment on peut renforcer le leadership et leur réseau pour qu'elles puissent aussi briser plus facilement le plafond de verre. Et ensuite, on a 2 piliers aussi très importants. C'est le 4e qui est vraiment un petit peu une notion d'inclusion. C'est comment on travaille, pour le coup, nous, pas forcément avec les entreprises, mais avec les académies, donc avec les écoles doctorales, les grands centres de recherche, les universités, pour rendre en fait toute la partie formation plus attrayante, plus inclusive. Donc, on travaille avec les leaders de ces institutions pour également essayer de travailler sur des recommandations de la place des femmes. Et enfin, c'est le 5e pilier, c'est le programme pour les filles et la science qui, là, va viser à créer des vocations chez les plus jeunes. Et donc là, nous, on va se concentrer sur les lycéennes, qui est un moment clé du choix d'orientation et qui va voilà, être clé pour créer plus de viviers. Et on se concentre particulièrement récemment sur les disciplines comme le numérique, les mathématiques et l'informatique, pour vraiment les initier et leur faire voir le monde des technologies différemment. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, surtout de leur montrer à quel point ces matières-là ont un rôle à jouer dans un monde meilleur demain. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Isa. C'est vraiment passionnant et encourageant de voir toutes ces actions qui sont mises en place. Je vais me retourner de nouveau vers Théo. Et je voulais savoir, sur la partie tech, est-ce que tu peux, toi, nous dire s'il y a des actions qui ont été menées en diversité et inclusion, donc pour la tech chez L'Oréal, pour aussi qu'on se ressente sur cette partie-là.
J'étais en mute. Déjà, je trouve ça super de voir les initiatives de la diversité, de voir les initiatives de la Fondation. Je trouve que c'est toujours extrêmement riche de voir à quel point on fait des choses qui ont du sens et qui. Ah, il y a quelqu'un qui est en. Hop. Et à quel point on fait des choses parfois qui ont du sens et qui aident profondément, soit en interne, soit en externe. Donc, merci de partager ça. Je trouve ça toujours extrêmement inspirant. Euh, oui, évidemment, au sein de la tech, quand on est sur un métier, on doit se dire quels sont nos enjeux un peu principaux et ce sur quoi on doit œuvrer au-delà de ce sur quoi le groupe œuvre. Parce que, évidemment, la tech fait partie du groupe L'Oréal et donc toutes les grandes actions qu'on peut mettre en place sur le handicap, sur les seniors, sur la cause LGBT sont des choses dont on, évidemment, qu'en cascade, on applique et dont on bénéficie. Peut-être que je vais expliquer un peu la roadmap que l'on a sur les femmes dans la tech pour travailler ce sujet-là, parce que c'est le sujet qui est peut-être le plus différenciant par rapport à d'autres sujets qu'on peut avoir dans le groupe. La roadmap, c'est un peu un cercle vertueux pour construire les rôles modèles et faire en sorte que finalement, on est des personnes qui soient à l'aise et bien dans notre environnement. Elle est divisée en 4 grandes parties, 4 grands piliers. Le premier, c'est muscler un peu notre inclusion, parce qu'on est convaincu, et typiquement ce qu'on se dit sur Stop au sexisme était le cas, que pour faire en sorte qu'on ait une politique d'inclusion qui fonctionne, il faut que tout le monde soit sensibilisé au sujet, que les collaborateurs aient été exposés, comprennent ce que c'est qu'un biais, comprennent ce que c'est que la différence, comprennent ce que c'est que intégrer l'autre. Et donc, notre premier levier, c'est muscler muscler ce muscle, entraîner ce muscle de l'inclusion, et notamment avec des formations. Alors, c'est des formations au niveau des comités de direction pour qu'ils soient sensibilisés à l'importance organisationnelle de travailler ce sujet-là, et business aussi, parce que et Elisa le disait, finalement, c'est un enjeu d'efficacité, un enjeu RH, etc. Donc, qu'on puisse avoir le sponsorship de nos leaders est extrêmement essentiel. Donc, la première chose, ça a été de les former sur ce sujet-là. Et ensuite, maintenant, c'est d'utiliser toutes les occasions qu'on peut avoir pour former les collaborateurs à l'inclusion. Et ça, c'est très large. C'est organiser des conférences, organiser des événements comme on le fait là, participer et promouvoir les e-learning qu'on peut avoir. C'est travailler un recrutement, une formation sur le recrutement en insistant sur l'importance des biais, en insistant sur l'importance de bien objectiver chacune des discussions qu'on peut avoir avec ses managers, organiser des workshops sur la diversité et l'inclusion. Donc, l'importance de faire en sorte que tous soient euh, sensibilisés à l'inclusion est la première chose. La deuxième chose, quand on travaille le sujet des femmes dans la tech au sein d'un groupe, c'est de faire en sorte que nos politiques RH soient extrêmement solides. Il faut avoir des bases RH super solides. Et ça, c'est encore une fois très large. Recrutement, s'assurer que le recrutement est extrêmement inclusif. Ça passe par la manière dont on s'adresse aux candidats, les job offers qu'on peut faire. Est-ce qu'on est certain d'utiliser des mots qui accueillent tout le monde, ou alors est-ce qu'on peut utiliser des mots qui, pour certains, peuvent être un véritable frein. Utiliser des mots comme challenge, énorme enjeu, parfois ça peut faire peur. Qu'on soit homme, femme, peu importe. On peut utiliser des mots parfois qui vont toucher les personnes très extraverties et au contraire freiner les gens introvertis. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles on est extrêmement vigilant dans le cadre du process de recrutement. Ça, plus d'autres choses, hein, on travaille sur les techniques de recrutement, sur quel exercice on peut faire passer à nos candidats pour s'assurer que tout le monde s'y retrouve. Voilà, donc les fondations RH sont fondamentalement importantes sur également les politiques de développement des collaborateurs, sur la gestion d'une carrière, de la mobilité, où on est conscient et on s'assure de systématiquement ne pas avoir de biais dans la manière dont on va pouvoir gérer une carrière. Donc, deuxième gros pilier, les fondations RH. Troisième pilier, c'est profiter finalement de toutes les énormes volontés et les énormes envies que peuvent avoir nos collaborateurs sur ces sujets-là. On a énormément de gens qui sont très investis sur le sujet des femmes dans la tech. Se dire, ben oui, il nous faut de la diversité, des hommes comme des femmes, hein, mais il nous faut de la diversité, il nous faut de la mixité. Et donc, c'est profiter de toutes ces personnes-là pour travailler sur des think tanks, des groupes de travail, des focus groups, pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour qu'ensemble, en interne, on puisse faire avancer la situation. Et ça, c'est du mentorat, c'est de l'inspiration à l'externe, c'est aller échanger avec des écoles
des écoles qui travaillent sur le numérique pour coacher, pour conseiller. C'est aussi conseiller en interne, avoir des collaborateurs qui peuvent se rendre disponibles pour d'autres, etc. Ça, c'est tout le travail qu'on mène avec nos collaborateurs en interne pour fédérer et s'assurer que, comme disait Anne-Laure, on n'est pas seul sur le sujet de la diversité et l'inclusion. Quand on a la casquette diversité et inclusion, il faut que tout le monde l'ait et c'est une responsabilité collective. Et le dernier aspect, et ça rejoint un peu ce que Elisa disait, c'est que on peut travailler tout ce qu'on veut en interne si à un moment donné on ne s'expose pas à l'externe et on ne parle pas de ce que l'on fait et on n'aide pas et on ne conseille pas, etc. Et ben finalement le filet restera très faible et finalement la situation restera la même. Et donc ce sera un peu un puits sans fond. Donc du coup, notre volonté, c'est de pouvoir aller s'exposer à l'externe, de prendre la parole dans des événements comme celui-là, comme la semaine dernière sur un autre événement des femmes dans la tech, pour pouvoir dire aux femmes, allez-y, ayez confiance, soyez osés et rejoignez les entreprises, rejoignez les formations qui font de la tech. Et ça, c'est finalement nos 4 grands axes sur lesquels on travaille pour s'assurer qu'on ait des femmes qui s'inscrivent dans des carrières tech, qu'on ait des rôles modèles, que les femmes se développent et qu'elles se sentent bien dans l'entreprise et dans les environnements tech. Super. Merci beaucoup Théo. Et merci Anne-Laure, merci Elisa. J'espère que toutes les Women in Tech qui nous écoutent se sentent rassurées par toutes ces actions, tout ce qui a été mis en place justement pour lutter contre le sexisme ordinaire. Et j'aimerais poser juste une dernière question à nos 3 interlocuteurs et savoir si vous auriez un conseil à faire passer aux femmes justement au sein des entreprises. Peut-être Anne-Laure, tu peux commencer ? Allez, j'y vais. Je suis un petit peu ennuyée parce qu'en fait, mon conseil, Théo vient juste de le donner. Donc, je suis un peu ennuyée, mais je peux en avoir plusieurs. Donc, ce que vient de dire Théo, et du coup, je rebondis, il a dit oser. Et je pense que c'est essentiel. Effectivement, oser. Allez-y. Combien de fois j'ai vu des personnes avec qui on avait dit un non sur une première fois et qui avaient ouvert les portes, passé par les fenêtres, la cheminée, peu importe. Mais elles ont réussi à faire ce qu'elles voulaient. Elles y sont allées, elles ont osé. Et on sait quand vraiment il y a une très forte motivation, quand il y a de la curiosité, on a de très bons résultats après. Donc surtout, osez. Faites ce que vous aimez aussi. Ça, c'est du coup la deuxième chose. Je suis convaincue que c'est une chance et une richesse exceptionnelle de se lever le matin, d'aller travailler pour aller faire ce qu'on aime. C'est une chance incroyable. Donc voilà, osez et faites ce que vous aimez. Merci beaucoup Anne-Laure. Alors moi, si je peux effectivement continuer, donc je ne répéterai pas effectivement sur le conseil aux femmes, bien sûr, oser. Moi, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est aussi de ne pas trop faire porter la responsabilité sur les femmes. Parce que je pense que c'est aussi très important d'entendre un message d'inclusion. Alors, effectivement, nous, chez L'Oréal, je pense qu'on peut être très fiers de tout ce qu'on met en place. Et même si le chemin est encore long, on a encore bien sûr toujours des efforts à faire. Et comme Théo et Anne-Laure ont dit, rien n'est acquis. Donc, il faut qu'on continue. Je pense qu'au-delà que les femmes doivent oser, je pense que les gens doivent prendre conscience, que ce soit les dirigeants, que ce soit tout le monde, femmes et hommes qui travaillent dans ces secteurs-là ou même ailleurs, de prendre conscience de leur nécessité, en fait, de la nécessité d'intégrer des femmes dans le monde des technologies, de comprendre en fait leur importance, de comprendre ce que ça peut générer, ce que ça peut apporter comme opportunité, au-delà bien sûr des biais que ça peut générer de ne pas en avoir. Donc moi, en fait, mon message, il est surtout à tous ceux qui ont encore beaucoup de chemin pour intégrer ces personnes-là. Donc, oser, c'est à elles d'oser aussi mettre en place des choses et mettre en place voilà, un tas d'initiatives qui permettront aux femmes de se sentir vraiment inclus et accueillis dans ces secteurs. Très clair. Théo, est-ce que tu as un mot Et peut-être aussi, alors je suis extrêmement d'accord avec ce que vous dites et je pense que l'un va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'il faut le mindset et la volonté collective d'avancer et la persévérance de chacun de tenter et d'aller chercher ce qui n'est pas acquis encore. Et peut-être ce que je rajouterais là-dedans, moi, c'est l'importance de savoir qui on est et de ne pas transiger sur ce que l'on est. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'être au maximum soi-même. On sait à quel point c'est compliqué
Et en même temps, c'est quand les personnes ont dit, voilà, moi, c'est comme ça, je ne suis pas OK avec ce qui se passe, c'est comme ça que j'aime et c'est comme ça que je veux qu'on interagisse dans mon environnement, c'est comme ça que les gens aussi prennent conscience. Donc, tout le monde a un vrai rôle à jouer. Nous, on l'a d'un point de vue D&I, mais à un moment donné, il faut dire et il faut avoir confiance en ce que l'on est. Donc, c'est peut-être soyez vous-même le conseil que je donnerais aux personnes qui nous écoutent. J'espère plus nombreuses en replay que dans le chat. Merci Théo, merci Anne-Laure, merci Elisa. Bon, je ne sais pas si quelques questions vont nous être posées, mais voilà, en tout cas, c'est le moment. Ne soyez pas timide, vous pouvez vous démuter. Osez. Osez, c'est le moment. Exprimez-vous. Est-ce que vous avez des questions? Ah, peut-être on va regarder dans le chat s'il y a des... Vous pouvez les écrire si vous êtes un peu timide et que vous n'osez pas prendre la parole. Y a-t-il des métiers plus complexes à féminiser? Alors, peut-être que moi, je peux commencer à répondre à ça. Ouais. Ce qui est complexe à féminiser, alors dans la tech, c'est les métiers qui ont le plus de stéréotypes. Et typiquement, on pense parfois à des jobs d'architecture, les jobs un peu qu'on appellerait hard tech chez nous, ont tellement ce stéréotype de l'homme un peu geek, etc., que finalement, très peu de femmes se sont orientées vers ces métiers-là. Et donc, probablement qu'effectivement, le plus dur, c'est là où on n'a pas de rôle modèle et on n'a jamais personne qui a pu à un moment donné lutter contre ces stéréotypes et montrer une autre image de ce que pouvait être ce métier-là. Et ça, pour le coup, c'est là où on a pour nous un véritable enjeu et que c'est compliqué parce que évidemment, tout est très imbriqué. Et donc, si on n'a pas de vivier de femmes dans ces métiers-là, eh ben, on a du mal à les féminiser parce qu'on a du mal à montrer des carrières et à donner envie, à inspirer les jeunes femmes sur ces métiers. Moi, en attendant qu'on pose des questions, c'est juste une petite remarque en vous écoutant, Théo et Elisa, parce que c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en écoutant et en s'écoutant les uns les autres, moi, ça m'a aussi beaucoup nourri. Elisa, ça m'a beaucoup nourri tout ce que tu as dit. Et voilà, juste un petit constat, ça me donne encore plus envie de travailler et de faire bouger les lignes. Donc voilà, c'était juste un petit constat entre nous, là, entre participants. Mais juste d'entendre tout ça, voilà, j'en découvre tous les jours. Elisa, j'ai appris plein de choses. Donc, merci. Et ça me donne encore plus envie d'avancer et de travailler encore plus ensemble. Génial, je suis tout à fait du même avis et je pense qu'il y a vraiment des belles initiatives complémentaires qu'on fait tous et je trouve ça génial et c'est une vraie fierté en tout cas de pouvoir travailler sur ces sujets-là. Je vois qu'il y a une autre question, je crois, dans le chat. Est-ce que vous voyez demander, oui. Alors, Oula. il y a eu deux questions d'un coup. Donc, il y en a une première, demandez à vos partenaires, sous-traitants, etc., de respecter les mêmes engagements. Donc, je crois que c'était Elisa, tu avais parlé de ce point-là, je crois, à un moment. Alors, nous, c'est peut-être pas les partenaires, c'est peut-être plutôt sur Anne-Laure, sur Stop au Sexisme avec d'autres entreprises. Nous, bien sûr, en fait, la coalition qu'on a faite avec les institutions scientifiques, eh bien, ils signent un peu comme fait Anne-Laure, ils signent une charte d'engagement avec des points clés qui vont devoir avancer. Et nous, notre rôle, ça va être aussi d'essayer de les faire avancer, en tout cas de monitorer un tout petit peu leurs chiffres pour mettre en avant les évolutions. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait, nous, plutôt au niveau institutionnel, pas au niveau forcément entreprise, mais au niveau du monde académique et du monde de la recherche. Moi, au niveau partenaire, je vais parler plus partenaire entreprise parce que sous-traitant. Mais il y a deux choses. Ce qui est sûr, c'est que ce que je disais, Stop, c'est un acte d'engagement. Là, on a tous été surpris. On a eu plusieurs surprises. On ne va pas se mentir. On a eu plusieurs surprises. C'est d'avoir autant d'entreprises qui nous retrouvent. Et là, je vous disais, on est 114 et on a beaucoup de demandes. On fait des entrées une fois par an parce que comme c'est de la coopération entre entreprises, on se passe tous nos tips. Voilà, chacun prend plus de son temps personnel pour organiser tout ça. Ça a tellement pris d'ampleur qu'on le fait même porter par l'AFMD, l'Association française des managers des diversités. C'était important pour nous. Alors, on suit de très près. Moi, j'en ai la coprésidence, donc on suit de très près. Mais en fait, on a été surpris de l'ampleur que le sujet du sexisme a pris et l'accueil extrêmement positif dans les 114 entreprises. Ça, c'est important. Donc, ce qu'on va surveiller, nous,
parce que c'est un acte d'engagement, c'est que les entreprises se sont engagées à minima sur un engagement par an. Je vous l'ai dit, en moyenne, c'est 4-5, donc c'est un contrôle qui est plutôt sympathique à faire. Sur les sous-traitants, je ne peux pas répondre très précisément. Ce que je peux dire, c'est qu'on fait très attention, nous, à nos sous-traitants. Moi, je vais être plus sur l'inclusion, donc sur des sous-traitants, par exemple, qui vont faire travailler des personnes en situation de handicap. Pour nous, c'est très important de faire travailler tout le monde. Donc voilà, donc je ne réponds pas vraiment à la question, mais voilà. Et je vois une question sur les chiffres de la parité femmes-hommes. Alors peut-être, est-ce que c'est le chiffre que j'ai donné au début, c'est 61% de femmes? En France. En France, hein, oui, pardon, je suis sur la France, donc je ne donne que des chiffres France. Oui. Et quelle est la part des femmes dans les candidatures reçues? Alors, ça dépend des métiers. Encore une fois, il y a les métiers, de façon générale, L'Oréal reçoit beaucoup plus de CV de femmes que d'hommes parce que, à cause de notre industrie et qui attire probablement plus de candidates féminines. Donc, le ratio, je ne l'ai pas pour les métiers au global, mais beaucoup plus de candidatures féminines. En revanche, encore une fois, quand on revient sur les métiers de la tech, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'on a très peu de candidatures de femmes, dépendant encore une fois en fonction des métiers. On a des positions comme des project managers ou des product owners qui sont des métiers sur lesquels on peut avoir un pourcentage de femmes plutôt plus important. Plus important, je m'entends, on ne doit pas dépasser les 15-20% de candidatures sur ces métiers-là. Et on a d'autres métiers sur lesquels, quand on va parler d'APG, de front-end, où la candidature, le pourcentage, ça doit être du 2%. On a zéro, enfin, c'est très rare qu'on ait une candidature de femmes sur ces métiers-là. Et Théo, je me permets de rebondir en sortant un tout petit peu de la tech, s'il y a des personnes qui ne sont pas dans la tech qui nous écoutent. Ce qui est important pour nous, c'est la motivation, c'est les compétences, c'est l'envie. Donc, pour les hommes, ne vous auto-censurez pas. Si vous avez envie de postuler chez nous, postulez aussi. Je le dis parce que ce qui est important, c'est l'équilibre dans tous les métiers. Donc, voilà, vraiment, vous êtes tous les bienvenus si vous avez les compétences, l'envie, la curiosité, postulez. Voilà. C'était important de leur préciser, tu as raison. Absolument. Ouais. Ben voilà, je pense que la conférence touche à sa fin. Merci à tous, tous les participants, tous ceux qui nous ont écoutés. On était ravis d'échanger avec vous et vous savez où nous trouver. Il y a LinkedIn, etc. Si vous avez envie de nous poser d'autres questions plus en toute intimité, vous pouvez nous contacter autrement. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, Charlotte. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous.